Bonjour à toutes et à tous. Donc, comment merger sa PR en 10 secondes? Je vais vous faire un retour d'expérience sur la mise en place des mob code review que j'ai pu faire dans une précédente mission. Donc, je m'appelle Thibaut Canté, je suis développeur chez Neosoft. Donc, c'est une ESN multi-agence. Moi, je suis basé à Paris, mais il y en a un peu partout, plutôt côté ouest, donc à Nantes, à Rennes, à Lyon, il y en a aussi dans le sud. Je suis adepte des pratiques craft et de DDD, et je donne aussi des formations sur tout ce qui est craft et l'architecture logicielle. Ce que je constate, c'est que souvent, les code reviews sont faites à partir de pull requests. C'est quelque chose qui me surprend, parce que les pull requests, ça vient comme de l'open source. Ce sont des longues conversations asynchrones qu'on fait sur des outils type GitLab, GitHub. Donc on ouvre une PR, on va attendre que les gens fassent des commentaires, on va essayer de les traiter. Et puis, il va peut-être y avoir d'autres personnes qui vont faire d'autres threads de commentaires, etc. et de retours et de traitement. Et moi, je trouve ça un peu pénible parce que je suis obligé de suivre à la fois ce que je fais et de regarder ce que disent les autres si je ne veux pas rater la moitié de la review. Je trouve que c'est aussi un mode de code review qui génère beaucoup de context switching et chez la personne qui ouvre la PR et chez les personnes qui font les commentaires. En général, moi je constate qu'il faut souvent 2 validations pour merger sa PR. Ça veut dire qu'il n'y a qu'une partie de l'équipe qui relie le code. Et on se retrouve parfois à devoir valider rapidement une PR, plus pour merger et livrer rapidement, que pour la relire, s'assurer que ce qui a été fait correspond à ce qui a été demandé et respecte nos standards. Je trouve que c'est un mode qui est plutôt lent pour faire de la code review. Parce qu'en gros, nous, en tant que dev, on n'aime pas trop faire des code review. On se retrouve très souvent avec une colonne des tickets à review qui grossit. Et il faut attendre, il faut pleurer, il faut proposer des cacahuètes ou n'importe quoi pour que les gens veuillent bien relire nos pull requests. Ce qui fait que ça peut mettre plusieurs jours, voire plusieurs semaines avant d'être mergé. C'est un média écrit. Et moi, personnellement, l'écrit, je le comprends beaucoup moins bien. Par rapport à l'oral. Moi, ça m'est déjà arrivé de faire des corrections. Et en fait, quand la personne relit ce que j'ai fait, elle me dit non, c'est pas du tout ça. Donc, je trouve que c'est un moyen qui n'est pas forcément hyper clair. Pire, parfois, on se retrouve avec des gens qui mettent des commentaires violents. Et donc, ça va créer de la tension, une mauvaise ambiance dans l'équipe. Et ça, c'est quand même pas terrible. Ce n'est pas le but premier des PR. Alors, qu'est-ce que j'appelle du mob code review? C'est le fait de relire le code de tous les devs et toutes les devs en même temps. Alors, comment on fait pour merger une PR en 10 secondes? Vous êtes tous et toutes là pour savoir comment on fait ça. En fait, c'est hyper simple. Il suffit d'ouvrir votre PR, de la valider, de la merger. En fait, je ne suis même pas sûr qu'il faille 10 secondes. Après, vous pouvez prendre une pause, café, thé, ce que vous voulez. Ça, en général, c'est un peu plus que 10 secondes. Par contre, pour pouvoir faire ça, ça veut dire qu'il faut faire tout ce qu'on fait au moment où on ouvre la PR, il faut l'avoir fait avant. Ok, en version un peu plus longue. Il y a quelques années, j'étais tech lead sur le site de billetterie de Roland-Garros et j'ai travaillé notamment sur la refonte du tunnel de vente de la billetterie. J'étais en charge du recrutement de mon équipe, donc j'ai pu choisir des gens avec qui j'avais un bon feeling. Mais surtout, dans les choses que je recherchais comme compétences, c'était des personnes qui soient ouvertes au craft. Pas forcément des crafters ou des crafteuses aguerris, mais des personnes qui seraient plutôt ouvertes à dire ok, comment on peut améliorer nos pratiques de développement. C'est comme ça que j'ai recruté mon premier dev, on était 2. On s'entendait super bien, on s'entend toujours super bien, enfin je crois. Et ce qui fait qu'on faisait quasiment que du pair programming. Et on dit souvent que le pair programming, on fait le code review au fil de l'eau. Moi, je suis quelqu'un d'hyper monotache. Enfin, dans mon cerveau, j'ai du mal à faire 2 choses à la fois. Donc, je préférais quand même garder un petit peu de temps à la fin du développement d'une feature pour pouvoir faire ce code review-là. On travaillait sur une seule feature branche qu'on mergeait sur main hyper régulièrement. Le projet était quand même relativement gros, donc j'ai recruté un deuxième dev. Et donc, on l'a intégré en faisant beaucoup de pair programming. Et parfois, on faisait un peu de mob programming. J'ai dû recruter ensuite un 3e dev. Entre-temps, il y a eu le Covid. Bon, c'est pas très grave. J'ai quand même recruté, ce qui fait qu'on était 4. Donc 4 veut dire
deux paires de développeurs. Vu qu'on était globalement plutôt back que front, on a recruté un 5e dev qui lui avait des compétences beaucoup plus front. Pareil, on l'a intégré en faisant du pair programming. L'équipe était au complet et on a pu avancer sur notre projet. Alors la question c'est comment se passaient nos mob code review. Comme je disais, on faisait beaucoup de pair programming et donc une paire de dev, j'appellerais ça un stream de développement. Et donc au fur et à mesure où l'équipe a grossi, en fait on a quand même voulu conserver cette façon de faire du mob code review. Et donc comment ça se passait en vrai? À chaque fois qu'un des streams avait quelque chose de terminé, on arrêtait l'équipe, on présentait ce qui avait été développé. Pendant la période du Covid, chacun était dans son écran, donc on était plutôt à l'aise. Je ne sais plus, quelqu'un me disait en bas, il fallait avoir un super gros écran. Alors ça c'est vrai quand on est en présentiel. Par contre, quand on était chacun bien installé devant son PC, c'était pas si mal. Donc les petites corrections, elles étaient traitées immédiatement à la volée. Par contre, si on avait des choses plus importantes, un refacto plus important, on avait quelqu'un qui notait ce qui était à faire. Et donc il avait un rôle de scribe à ce niveau-là. Ensuite, chacun des streams repartait sur son travail. Le stream qui avait présenté son code faisait son refacto, son fixe. Une fois que c'était fait, on réarrêtait l'ensemble de l'équipe. Pourquoi? Pour contrôler que ce qui avait été fait correspondait à ce qui avait été dit juste avant. Et quand c'était bon, on mergeait sur main. Et ensuite, on pouvait, non pas faire des collègues de sujet, mais on pouvait merger sur main, livrer en recette et en prod. Par contre, tout ça, c'est pas fait sans difficulté. En fait, comme je disais, jusqu'à 3-4 développeurs, vu qu'on faisait beaucoup de programming, on avait globalement 2 streams de développement en parallèle. Donc ça passait plutôt bien. Par contre, quand on est arrivé à 4, voire 5 développeurs, en fait, le nombre de streams s'est multiplié. Donc on se retrouvait avec parfois juste une paire de devs et 3 devs à côté. Ce qui fait que le fait de s'arrêter tout le temps générait finalement beaucoup de context switching. On a eu aussi certaines sessions de mob code review qui étaient relativement longues, 3/4 d'heure, voire plus d'1 heure. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, le cerveau il est plus aussi concentré. Ce qui fait qu'on avait le sentiment de perdre notre temps et de perdre en efficacité sur la façon dont on faisait nos mob code review. Alors, on s'est dit les choses suivantes lors de plusieurs rétrospectives tech. Donc une rétrospective tech, c'est la même chose qu'une rétro classique, sauf que c'est que entre devs et c'est fait pour faire de l'amélioration continue sur nos pratiques de développement. Donc on s'est dit les choses suivantes, c'est qu'au lieu de s'arrêter tout le temps, on a dédié un créneau le matin pour faire du code review et un créneau en début d'après-midi. Et on s'est dit qu'au lieu de dériver parfois sur du temps, on allait définir un timekeeper qui s'assurait que globalement nos sessions de code review ne dureraient pas plus d'un quart d'heure, 20 minutes. Et que si ça devait déborder, on se pose la question, est-ce qu'on est quasiment à la fin et où est-ce qu'on est prêt à continuer encore un petit peu? Ou au pire, on repoussera à la demi-journée suivante. Ensuite, on s'était rendu compte que globalement, les reviews de review, ce qui était développé par le système de dev correspondait globalement tout le temps à ce qui a été dit. Donc on s'est dit, au lieu de perdre ce temps-là, on va se faire confiance. Le stream peut merger sur main et que le reste de l'équipe pourrait regarder a posteriori ce qui a été réellement fait. Donc c'est comme ça qu'on a trouvé globalement l'équilibre optimum dans notre équipe pour faire des mob code review. Alors pour le coup, moi je trouve qu'il y a quand même pas mal d'avantages à faire des mob code review. Donc le premier avantage, c'est que le temps de vie des pairs est réduit. On a un temps dédié pour ça, et donc ça avance, on est sûr que ça avance. Ensuite, on a une durée de vie des branches qui est très courte. On merge très fréquemment, ce qui veut dire qu'on n'est jamais très loin de main. On récupère très rapidement ce qui est développé par nos autres collègues. Ce qui fait que côté conflit, on en a beaucoup moins. Parce que à chaque fois qu'on doit faire un rebase, on a peu de choses à rebase. De toute manière, si on devait bosser sur des parties de code qui sont similaires, on s'en rend vite compte et on s'organise pour ne pas se marcher sur les pieds. Ce qui fait que on a l'effet de la colonne de ticket review qui est énorme. Ça disparaît parce que globalement, on traite tout ça au fil de l'eau. Ce qui fait que ça permet de faire du contenu delivery. Comme je vous disais, on livre très fréquemment, on merge très fréquemment sur main. Ce qui fait que on faisait quasiment du trunk-based development.
pour le coup, ça aide à aligner l'ensemble des devs sur les pratiques, sur les standards et de s'assurer que c'est respecté. Ça permet aussi de s'aligner sur l'architecture. Tout le monde sait ce qui est développé, ça réduit globalement le bug factor. On n'a plus l'effet de on a une fonctionnalité ou un bug à traiter et la personne est partie en vacances, on va attendre qu'elle revienne, ou pire, elle est partie et plus personne ne sait ce qui est, ne sait reprendre ce morceau de code là. Ce qui fait que globalement tout le monde est polyvalent, tout le monde a vu le code, tout le monde, même si on n'a pas directement travaillé dessus, est capable de reprendre n'importe quel bout de l'application. En termes d'onboarding, c'est aussi un truc que je trouve vraiment top, parce que comme je disais, l'équipe a grossi au fur et à mesure. Et donc, en faisant ce mob code review, ça leur a permis de très rapidement comprendre ce que faisait l'application d'un point de vue fonctionnel et comment c'était fait et d'un point de vue architectural et dans le détail. Par contre, il faut quand même quelques prérequis pour pouvoir mettre en place du mob code review. Donc, il faut être libre dans notre process de développement. Je pense qu'on est là d'abord pour développer des features rapidement et sans bug, mais je pense qu'on a aussi la responsabilité de mettre en place des pratiques qui s'assurent qu'on a une base de code et une équipe qui puisse être pérenne dans le temps. Il faut avoir une sécurité psychologique importante. On va présenter le code qu'on a produit à l'ensemble de l'équipe, donc il faut être à l'aise avec ça. Et en face de ça, il faut être à l'aise pour aller challenger, proposer des axes d'amélioration sur ce qui est présenté. Ce qui veut dire que l'egoless programming, c'est vraiment un prérequis. On est là pour critiquer le code, pas les gens. Il faut que tout le monde joue le jeu, parce que si on a une ou plusieurs personnes qui ne participent pas à ces mob code review, en fait, je pense qu'on va perdre les différents avantages que j'ai pu vous présenter jusqu'à présent. Alors, pourquoi ça a marché? Comme je disais, c'est moi qui ai recruté mon équipe, donc j'ai pu choisir des gens avec qui j'avais un bon feeling, avec qui, a priori, je sentais que ça allait bien se passer. À côté de ça, je pense que j'ai eu de la chance, parce qu'entre des entretiens techniques qui durent une heure et puis finalement ça a duré, ça a pu se passer complètement différemment, et puis l'équipe aurait pu ne pas s'entendre et on puisse ne pas continuer. J'avais la confiance du client, qui globalement me laissait m'organiser, de façon qui laissait faire ce que je voulais dans mon équipe. En même temps, à partir du moment où on livrait très régulièrement des nouvelles features et qu'il y avait peu de retours, il n'y avait pas de raison de m'interdire ou de m'imposer certaines pratiques. On avait aussi on a eu le droit à l'erreur. Comme je disais, au fur et à mesure que l'équipe a grossi, on a rencontré des difficultés, ce qui fait que ça a forcément ralenti. Mais globalement, on ne nous a jamais dit arrêtez. On nous a laissé le temps d'itérer, de trouver des solutions pour continuer cette pratique-là. Alors, dans quel cas ça pourrait ne pas marcher? L'open source. L'open source, c'est globalement des devs qui bossent dans des espaces-temps complètement différents. En général, c'est plutôt sur 200 persos, c'est du best effort. On n'a qu'une poignée de personnes qui décident ce qu'on merge ou pas. Donc en gros, moi je pense que c'est exactement l'inverse de ce qu'on fait au quotidien. Si chacun travaille dans son coin de manière isolée, ça ne va pas très bien marcher. Le mob code review, c'est un travail collaboratif. Il faut avoir envie de venir. Si on est trop isolé, on ne va peut-être pas vouloir participer à ces sessions-là. Si on se désintéresse de ce que font nos collègues, voilà, comme je disais, on n'aura pas vraiment envie. Et même si on vient, on va peut-être avoir envie de faire autre chose. Et on ne va peut-être pas être assez critique pour essayer d'améliorer la base de code sur laquelle on bosse. Donc, en conclusion, moi je trouve que le mob code review, c'est vraiment top pour l'onboarding. Comme je disais, ça permet vraiment aux nouveaux devs de découvrir l'ensemble de la code base rapidement, de comprendre ce qui est fait d'un point de vue fonctionnel. Ça nous a permis de se sentir ensemble. Comme je disais, j'ai mis ça en place pendant le Covid, donc pendant le confinement. J'avais certains de mes collègues qui étaient célibataires dans leur studio. Et donc le fait de se retrouver au moins une fois par demi-journée, ils se sentaient quand même moins isolés. Les deux derniers devs que j'ai intégrés, comme je disais, on les a rencontrés que plusieurs mois après que je les ai recrutés. Et donc ce temps-là, c'était des moments d'échange qui ont permis à se connaître, à s'aligner et finalement à créer vraiment une cohésion d'équipe importante. Moi, ça m'a permis d'évoluer en apprenant de mes devs, de faire évoluer ma posture en tant que tech lead et de puis vous faire ce retour d'expérience aujourd'hui. Enfin, moi ça m'a permis de partir de l'équipe serein parce que je savais que globalement l'ensemble de l'équipe connaissait l'ensemble du code, qu'ils étaient alignés sur leurs pratiques
En gros, j'avais su me rendre indispensable. Merci pour votre écoute. On a 5 minutes pour les questions. Merci pour la présentation. Moi, j'avais une question assez simple. Est-ce que vous auriez des astuces dans le cas où justement il y a des personnes qui sont un peu réfractaires dans l'équipe ou des trucs comme ça, pour justement essayer de les pousser vers ces pratiques-là? Parce que dans la section, vous dites collaborer, mais souvent, on a plein de profils différents, donc on n'a pas toujours, comme tu dis, la chance d'être aligné sur toutes les pratiques, etc. Moi, j'ai tendance à dire qu'on n'affiche pas de l'aide. Donc, si la personne ne veut pas, soit on arrive à trouver un moyen qui lui fait comprendre qu'il y a un intérêt, d'abord pour elle. Enfin, je pense qu'il y a un intérêt globalement pour l'équipe, mais si la personne ne trouve pas individuellement d'intérêt pour elle, ça va être compliqué. Je pense pas que forcer soit la bonne solution non plus. Comme je disais, on avait historiquement, les 4 premiers devs ont été plus back que front. Et je sais que le dev front, lui, ça lui a permis de mieux comprendre du back. Et nous, côté plutôt backeux, ça nous a permis de monter en compétences, je pense, plus rapidement. Donc, si on s'intéresse aussi à ce que font les autres ou nos technos, ça, c'est aussi peut-être un axe qui peut dire, ok, tu viens pas, si tu viens pas, mais ça va te permettre de monter en compétences avec des choses que tu connais peut-être moins bien. C'est peut-être un truc qui peut aider. Ouais, merci pour la conf. Sur la partie recrutement, qui est effectivement un élément important, tu mets en avant le facteur chance. Avec le recul, est-ce qu'aujourd'hui, tu verrais un moyen de réduire cet élément chance dans le recrutement, en fait? C'est ma première question. Si je peux me permettre une deuxième beaucoup plus courte. Est-ce qu'il y avait des rotations dans le pair programming? Je vais répondre d'abord à la seconde. Oui, il y avait des rotations. Et à la première, en fait, comme je dis, on faisait beaucoup de pair programming. Et donc, je pense que le fait de faire beaucoup de choses qui étaient collaboratives, donc faire du PA, faire du mob, vraiment dans le code, et faire du mob code review, faisait que globalement, il y avait une volonté de travailler ensemble. Je prenais le temps aussi de faire des rétro-tech. C'est aussi des moments où on collaborait pour globalement se mettre d'accord, s'aligner, etc. Moi, je pense qu'un des rôles du tech lead, un des premiers rôles, c'est d'aligner l'ensemble de l'équipe sur une façon de travailler. Et donc, je veux dire, à partir du moment où on arrive à mettre des méthodes de travail où globalement les gens sont dans un même élan, ça réduit, on a moins besoin du facteur chance. J'avais une question concernant, moi je travaille en ESN et des fois c'est des équipes qui peuvent dépasser les 10 personnes. Est-ce que c'est une méthode qui peut être applicable dans des gros groupes de projets où ça peut dépasser les 10-15 personnes? Ou alors est-ce qu'il faut plutôt faire 2 groupes de mob review qui plutôt un côté backeux, un côté fronteux du coup dans ces cas-là? Alors, moi, j'ai fait ça que dans une équipe de 5, donc j'ai pas d'expérience au plus gros. J'aurais tendance à dire, c'est à tester, c'est en fait ce qui fonctionne dans un contexte donné est certainement pas adapté ailleurs, donc peut-être trouver autre chose. Effectivement, s'il est backeux, il y a vraiment une section back-front et qu'on a envie d'avoir une forte cohésion côté back et forte côté front, parce qu'il y a, je ne sais pas, 4 et 5 ou 5-5, why not? Si on a envie de faire d'autres choses, parce qu'il y a des gens qui travaillent beaucoup plus sur des features très verticales, faire ça du cross back-front, je veux dire, j'ai pas de réponse. Okay. Mais oui, je pense pas qu'à 10, ça fonctionnera. Okay. Et même à 5, ça c'est un truc que j'en parle pas trop dans la presse, au départ, j'avais tendance à monopoliser beaucoup la parole. Et c'est aussi, il y a un peu de facilitation à faire pour essayer d'inciter les autres à participer. S'il n'y a que les mêmes ou la même personne qui est toujours en train de faire des commentaires,
les autres finalement vont être moins attentifs ou attentives. Et je pense que c'est aussi un rôle d'essayer de pousser, ok, vous dites rien, qu'est-ce que vous en pensez, etc. Et c'est un truc que j'ai réussi à mettre en place aussi pour que voilà, il y ait un peu de dynamique, parce que sinon on perd en intérêt aussi. Ok, merci. Merci beaucoup pour les questions, pour la présentation. On a 10 minutes de pause. Je vous invite d'applaudir à notre choix. Merci beaucoup.